Bonjour, bienvenue sur l'astronome.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer l'analyse de la partie entre Aronian avec les Blancs, le numéro 3 mondial actuel, et Viswanathan Anand avec les Noirs, donc c'est le champion du monde. Alors, cette partie a été jouée lors de la 4e ronde du tournoi Tata Steel qui vient de s'achever en Hollande et qui a vu la victoire finale d'un autre joueur, Magnus Carlsen. Et j'ai décidé de vous montrer une partie d'Anand et non pas de Carlsen pour une raison précise, c'est qu'Anand est un peu la deuxième révélation du tournoi, puisqu'il était un peu hors de forme depuis la défense de son titre l'année dernière, et que dans ce tournoi, où il a bien failli d'ailleurs gagner, on l'a vu en lice pour le titre jusqu'au bout, il a montré un jeu vraiment plein d'énergie qui le fait revenir au plus haut niveau de sa forme et au plus haut niveau des échecs. Cette partie notamment, vous verrez, est un vrai régal tactique et je pense qu'elle restera dans les annales des échecs. Alors Aronian ouvre avec D4 et après D5 et C4, les Noirs vont décider de jouer C6 pour arriver dans les structures de type slave. En fait, dans cette position, après C4, les Noirs doivent faire quelque chose à propos de ces pions. Ils doivent soit le défendre, soit capturer en C4. Alors si on capture en C4, c'est le gambit dame accepté. Et sinon, le coup classique E6 est jouable. Donc E6, ça ouvre la diagonale du fou de case noire et donc ça permet de rentrer dans les gambits dames. On peut donc jouer C6 également, au coup de la partie sur lequel je vais revenir un peu plus tard. En tout cas, il ne faut pas jouer cavalier F6, qui a l'air d'être un coup logique, un coup de développement qui en plus protège le pion central, et garde un œil sur la case E4. Mais en fait, ici, les blancs peuvent tout de suite prendre un petit avantage de développement en capturant en D5 et en posant la question au noir de la recapture. Alors si on prend la dame, en fait, comme toujours, quand on sent la dame trop tôt dans l'ouverture, on va perdre du temps, puisque là les blancs peuvent jouer cavalier C3, attaquant la dame et l'obligeant à rejouer. Donc les blancs vont pouvoir gagner du temps, sortir le cavalier, plus tard probablement réattaquer la dame en mettant le fou en D2. Voilà, donc c'est un petit avantage de développement, c'est peut-être d'ailleurs le moindre mal pour les noirs une fois qu'ils ont joué le mauvais coup cavalier F6. Il y a pire donc pour les noirs, c'est de jouer cavalier prend D5, parce que le cavalier a quand même une mission importante, ce qui est de protéger la case E4. Et après cavalier prend D5, eh bien il y a simplement E4, cavalier B6 par exemple, et cavalier C3, et on voit bien que les blancs ont pris un très large avantage sur le contrôle du centre. Voilà, donc dans la partie il y a eu C6, alors C6 est un coup très solide, maintenant on voit bien que le pion D5 est fermement protégé. C'est un coup dont la philosophie est d'essayer d'annuler l'effet du pion C4 sur le contrôle du centre, puisque l'idée du gambit de la dame, c'est de proposer aux noirs de gagner un pion de l'aile, et en échange, les blancs vont gagner la possibilité de jouer E4 très rapidement et d'installer un très fort centre de pion. Voilà, alors quand on joue C6, donc on essaye d'annuler l'effet de ce pion C4, puisque maintenant on va pouvoir également récupérer en D5 avec un pion de l'aile, en gardant donc le même nombre de pions au centre que l'adversaire. Mais également, il y a une deuxième idée, c'est maintenant de pouvoir capturer en C4 et de pouvoir vraiment s'accrocher au pion C4, qui est d'habitude difficile à défendre, puisque le pion C6 protège la case B5, et donc on menace tout simplement pion prend pion, suivi de B5 pour le protéger. Voilà l'idée. Donc maintenant, on va avancer un petit peu dans l'ouverture, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres parties que j'ai analysées sur ma chaîne YouTube. Donc il y a cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, E6, et nous voici à un carrefour de l'ouverture dans laquelle les blancs doivent décider s'ils sortent leur coup de case noire ou s'ils préfèrent jouer comme dans la partie E3 pour privilégier un développement rapide de l'aile roi. Donc comme on va le voir, les blancs vont jouer E3 et rentrent dans la variante de Méran. Cavalier BD7, c'est totalement classique. Le cavalier est très bien placé en fait en D7 puisqu'il contrôle beaucoup de cases noires, des cases qui sont pour l'instant un peu délaissées par les pions des noirs, qui sont tous sur case blanche. Et donc, il y a une certaine synergie entre le cavalier et les pions déjà installés. Fou D3. Et maintenant que le fou est sorti, qu'il a donc déjà joué un coup, on capture en C4, fou prend C4 et B5. Alors, ce genre de coup est normalement très difficile à jouer, il est peu conseillé aux joueurs amateurs parce qu'il est anti-positionnel. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que les noirs, en jouant ce coup, en fait, s'infligent une faiblesse de pion qui peut devenir chronique, comme on va le voir d'ailleurs dans la partie. C'est le pion C6. Ce pion est devenu un pion arriéré depuis l'avancée du pion B des noirs, puisque maintenant il n'a ni allié sur la colonne D, le pion D des noirs a disparu, ni sur la colonne B, puisque les pions ne peuvent pas reculer aux échecs. Donc ce pion est sur une colonne semi-ouverte, ça veut dire que les blancs vont pouvoir mettre leurs pièces lourdes, notamment leur tour et éventuellement leur dame plus tard, pour assiéger ce pion. Et comme il n'a pas d'amis pion pour le protéger, ce pion risque d'être une faiblesse à long terme. En fait, c'est un endroit qui pourrait devenir vite crucial dans la partie.
fou D3, le fou est attaqué, donc on le recule et on le repositionne au centre. Et maintenant fou D6. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse ici, puisque le coup des noirs fou D6, que je vous montre rapidement, est un coup moderne. Ici, les noirs ont tendance d'habitude à jouer soit fou B7, soit dans cette position, donc A6. L'idée dans tous les cas, ça va être de consolider le pion B5, puisque maintenant il est fermement protégé par le pion A6, afin de rendre le pion C6 mobile et de pouvoir échanger ce pion avant qu'il ne devienne une faiblesse chronique. Une fois que ce sera fait, non seulement ce sera débarrassé de notre faiblesse de pion en C6, mais on aura également ouvert la diagonale A8 H1 au bénéfice de notre fou C8 qui pour l'instant manque de jeu. Et donc toute l'idée des noirs dans cette variante est d'avoir un jeu de pièces très dynamique avec des pièces très bien positionnées. Mais comme vous le voyez, ce sont des plans qui sont assez lents, on est obligé de jouer plusieurs coups de pion d'affilée, et donc c'est une ouverture qui est un petit peu risquée puisque les noirs vont être en désavantage de développement, mais en revanche ils auront des pièces qui seront très bien placées, très jolies. Voilà, donc généralement ils sont attaqués puisqu'ils sont en retard de développement et les blancs essaient de tirer parti de leur avantage au centre rapidement. Donc fou D3 et fou D6. Donc ça c'est un coup qui délaisse complètement le plan que je viens de vous expliquer et qui permet aux blancs d'espérer fixer la faiblesse du pion C6 comme on va le voir. Il y a roc maintenant et roc pour les noirs. Donc encore une fois c'est un coup qui ne se soucie pas du tout de l'aile dame. On pourrait jouer ici fou B7, c'est une des variantes critiques de cette ouverture. Et maintenant, les blancs peuvent tout de suite jouer E4 au centre pour essayer d'ouvrir le jeu, notamment maintenant, donc leur coup de 4 nord va pouvoir sortir. Peut-être en E3, peut-être en G5, c'est quand même une belle case. Et puis, les pions blancs sont très forts au centre, ils contrôlent toutes les cases. Ils menacent déjà de gagner une pièce avec l'avancée en E5 qui fera fourchette entre le cavalier F6 et le fou D6. Et donc, ça oblige les noirs à jouer eux-mêmes au centre avec E5. Et généralement, l'ouverture du jeu bénéficie aux joueurs le mieux développés. Ici, ce sont clairement les blancs qui sont les mieux développés, puisqu'ils ont déjà roqué. Et après, dès prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, les blancs peuvent jouer F4, comme dans la partie Kasparov Short qui a été jouée en 2004 à Reykjavik. Ça, c'est une variante critique qui permet un peu de comprendre la ligne jouée dans cette défense Méran par les noirs. En fait, ici, les noirs donc vont avoir un petit souci à l'aile roi, ça se voit clairement, les pions sont très dangereux en F4 et E4, ils vont pouvoir jouer probablement E5 assez rapidement, chassant le cavalier, ouvrant la diagonale du fou de case blanche, la dame est prête à surgir également à l'aile roi, la tour est bien placée, etc. Mais en contrepartie, ils ont des cases au centre qui sont fermement sous contrôle, notamment la case D4 qui contrôle avec le fou et la dame, donc ils vont pouvoir gagner un tempo avec un échec à un moment. Ils pourraient aussi essayer d'endommager la structure des blancs en capturant en C3, et après pion prend C3, on va voir que les blancs ont des faiblesses de pion puisqu'ils auront un pion isolé en A2, un pion isolé en C3, et donc ce sont des choses qu'on peut essayer d'espérer attaquer plus tard. On voit néanmoins que le fou en B7 est peu actif pour le moment, il a peu d'avenir puisque dès qu'on va bouger le pion C, le pion B va tomber capturé par le cavalier ou le fou. Voilà, donc ça c'est une variante critique. Dans la partie, Anand a joué petit roc, et les blancs ont joué dame C2. Donc on voit tout de suite le jeu sur cette diagonale blanche qui s'annonce. Après E4, on va voir que les menaces avec E5 seront de nouveau présentes. Fou B7. Bon, cette fois, il faut protéger le pion C6 puisque la dame en C2 est aussi prête à taper sur le pion C6. Il suffit de faire bondir le cavalier quelque part. Et maintenant, Aronian a choisi une variante assez positionnelle puisqu'il aurait pu également ici jouer E4 avec les plans qu'on a vus un peu plus tôt. Je vais la regarder d'ailleurs avec vous, cette variante. Ou alors, il peut jouer le coup de la partie A3. Alors A3, l'idée est simple, ça va être tout simplement de contrôler la case B4 pour lancer le pion B à l'assaut en B4. Et une fois qu'il sera ici, les pions D4 et B4 feront ce qu'on appelle un étau de Maroczy, donc ils viseront complètement la case C5, et ceci est très important pour empêcher le pion C de venir s'échanger plus tard. Si jamais les blancs arrivent à faire ça, eh bien, on aura clairement créé une faiblesse de pion chronique chez les noirs, le pion C6. Voilà leur plan. Donc dans cette position, il y a aussi un autre plan, c'est de jouer encore E4. Mais maintenant que la dame est en C2, les noirs ont une position assez simple, comme vous allez le voir, puisque après E4, on est encore obligé de jouer E5, puis on prend, cavalier prend, fou prend. Et ici, il ne faut surtout pas jouer F4. Du fait que la dame n'est plus en D1, comme vous allez le voir, il faut jouer d'abord H3, comme dans la partie Portisch-Tukmakov, qui a quand même été jouée en 1987. Donc on voit que cette position qui est complètement d'actualité en ce moment, qui était un petit peu
sortie dans les années précédentes de la mode et qui revient maintenant fortement. Elle est jouée notamment régulièrement par Nakamura. Cette partie a déjà été jouée en 1987 quand même, donc ça remonte pas à hier. Et il faut jouer donc voilà, je reviens à la partie, il faut jouer H3 ici. On est obligé de perdre un tempo pour contrôler la case G4, car si on joue tout de suite F4, c'est un mauvais coup. Les noirs pouvant faire bondir le cavalier en G4, ça va leur poser beaucoup de problèmes. Il y a maintenant fou D4 échec, roi H1 et cavalier G4, menaçant tout simplement cavalier F2 échec, roi G1, et ensuite on va pouvoir faire une découverte du fou sur le roi avec cavalier prend fou, échec, et on gagne une pièce. Alors ici, par exemple, si les blancs essaient de s'échapper avec H3, eh bien on peut jouer cavalier F2 échec tout de même, et les noirs sont dans une excellente position. En fait, je pense que les blancs sont obligés de jouer tour prend cavalier ici, et après fou prend, la dame ne va pas regagner la pièce en F2 sans perdre le fou D3 qu'elle est censée défendre. Donc la dame est un petit peu surchargée puisqu'on a l'impression qu'elle défend la case F2, mais comme elle a déjà l'émission de défendre le fou D3 contre l'attaque de la dame, eh bien en fait elle ne peut pas défendre la case F2. Donc ici, si on fait l'erreur de ne pas prendre avec la tour et qu'on joue roi H2, il y a tout simplement cavalier prend D3. Et maintenant, vous allez remarquer que le roi est sur une case noire et ça va poser un problème critique aux blancs, puisqu'ils ne peuvent récupérer le cavalier en D3. Après dame prend D3, il y a le coup fou G1 échec qui sacrifie le fou pour gagner la dame blanche sur un échec à la découverte. Voilà. Donc, je reviens à la partie. Dans la partie, Aronian a joué A3, donc pour faire le plan positionnel de jouer B4. Ici, c'est une autre position critique qui a déjà été jouée par exemple entre Anand et Gelfand, entre Kramnik et Kasparov, ou alors aussi en partie longue, ça a été joué côté noir par Aronian, qui est donc quand même bien familier de cette position, puisqu'il a joué des deux côtés, contre Kazimjanov, qui est lui aussi un ancien champion du monde. Donc ici, la plupart des joueurs dont je vous parle a opté pour le coup A6, espérant donc pouvoir pousser le pion C5, c'est leur plan. C'est le dernier moment pour pouvoir jouer B4, et c'est une variante critique qu'il faut avoir étudié au moins une fois pour comprendre l'idée des noirs, pourquoi ils ont retardé fou B7, A6 et C5 au profit de fou D6 et petit roc. Eh bien en fait leur idée c'est tout simplement qu'après B4, ils acceptent d'avoir une faiblesse de pion en C6, car ils peuvent en créer une nouvelle grâce au coup A5 qui contre-attaque sur le pion B4. Voilà toute l'idée. Donc ici, bien entendu, les blancs seraient malvenus de capturer le pion A5, puisqu'après tour prend A5, je pense qu'il est évident que le pion en A3 des blancs est bien plus fragile que le pion en C6 des noirs. On va pouvoir l'attaquer notamment avec dame E7, tour F A8, et on voit bien que le pion A3 est tout près de tomber. Donc sur A5, la variante principale est de jouer tour B1 pour protéger le pion. Pion prend, et maintenant dame E7, donc contre-attaquant encore une fois sur le pion en B4, et les blancs doivent faire attention. Alors ici, ils ont quand même un développement qui est assez fort, un contrôle du centre avec deux pions centraux qui est très important, et ici, ils ont encore des coups pour survivre, pour avoir une bonne position. Ils peuvent jouer notamment en délaissant le pion B4, et en jouant tout de suite E4. Un coup très fort, donc ça ouvre déjà la diagonale du coup de case noire, comme on l'a vu, et ça menace E5. Et donc là, il faut absolument prendre il faut immédiatement jouer E5, puisque si on capture le pion en B4, on va perdre immédiatement avec E5. Alors ça a l'air de rien ce coup, mais le cavalier ici devait défendre le pion H7, donc déjà les noirs vont pouvoir vont perdre le pion qui venait de gagner en B4. Et comment jouer? Alors si on joue fou prend C3 intermédiaire, c'est une grosse erreur, puisque là les blancs peuvent jouer E prend F6, en gardant deux pièces noires attaquées, et donc les noirs vont probablement très rapidement perdre une pièce. Donc il faut jouer cavalier D5. Maintenant, les blancs peuvent recapturer le pion H7 sur échec, roi H8, et fou G5. On voit bien que toutes les pièces blanches sont en train de se diriger vers l'aile roi. On a déjà deux fous qui sont ici, la dame très bien placée, le cavalier également. Le seul problème des blancs, en fait, c'est ce cavalier en C3 qui est attaqué deux fois. Il contre-attaque néanmoins sur une dame, donc c'est la menace principale qui est dans cette position. Et comment contrer cette attaque? Eh bien, on a le choix entre dame E8 et F6, et dans tous les cas, on est très mal, puisqu'après F6, on affaiblit pour cette fois fatalement la case G6, qui a déjà été affaiblie par la perte du pion H7. Maintenant, il y a simplement cavalier H4 qui menace la fourchette royale entre le roi et la dame en G6.
on est obligé de jouer dame F7, et maintenant il y a fou G6 qui sauve le fou, et on va voir que la colonne H ouverte va permettre au blanc de lancer une attaque monstrueuse sur le roi noir. Voilà, donc après fou G5, en fait, on est obligé de jouer dame E8, et maintenant il y a un excellent coup, hein, donc ça devrait être un coup de défense normalement, puisque le cavalier en C3 est attaqué, mais au lieu de ça, il y a dame E4. Donc ce coup, je lui mets 2 points d'exclamation, il est quand même très très fort, puisqu'au lieu de défendre le cavalier, on permet au noir de jouer cavalier prend cavalier, qui fait en plus une fourchette entre la dame et la tour. Et malgré cela, ce sont les blancs qui vont gagner, puisque la dame menace d'arriver en H4, et de faire une découverte du fou qui va mater. Par exemple, si on prend le cavalier en C3, on va pouvoir jouer dame H4 tout de suite, et on ne peut plus rien faire contre l'attaque des blancs, hein. Par exemple, si on joue cavalier prend tour, il y a fou G6 échec, roi H8, et dame H7 échec et mat. Et donc après dame E4, en fait, on est obligé de jouer quelque chose comme F6, pour essayer de faire des cases de fuite au roi noir, hein. Il va essayer de se sauver par G8 et F7. Mais ici, il y a encore dame H4, qui menace fou G6, F prend G5, on joue simplement cavalier prend G5, verrouillant la case F7 grâce à ce cavalier, et donc ça sonne le glas du roi noir. On peut encore essayer de contre-attaquer sur la dame avec tour F4, mais il y a maintenant dame H3, et c'est fini. C'est fini. Voilà, donc dans cette position, après E4, on est obligé de jouer E5, D prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend, dame prend, vous êtes maintenant familiarisé avec ce type d'échange, sauf qu'ici on peut prendre de la dame, menaçant donc au passage un petit mat en un coup en H2, il faut jouer F4, et après dame D4 échec et roi H1, on voit que les pièces centralisées des noirs vont leur permettre d'avoir un contre-jeu suffisant. Ils ont également la colonne A qui s'est ouverte au profit de leur tour, puisque la tour des blancs, elle, a dû bouger sur la colonne B. Elle est simplement vissée à la défense du pion B, qui est d'ailleurs encore attaqué. Voilà, donc ça c'était un choix normal de jouer donc A6 pour entrer dans ce type de position. C'était important de bien la voir ensemble, puisque c'est la position clé pour comprendre pourquoi les noirs sont prêts à s'infliger un pion C6 arriéré. Dans la partie, Anand a joué tour C8, un coup très rare. Très rare. Donc je pense en fait qu'Anand bénéficie encore maintenant, un an après son match de championnat du monde, de préparations qui ne lui ont pas servi, mais qui ont été faites pour la finale du championnat du monde contre Galfand l'année dernière. Et clairement dans cette position, il a sorti une préparation maison d'un très très haut niveau, qui a complètement surpris Aronian en fait. Et ici, donc les noirs visent la dame blanche en C2 en mettant une tour en face. C'est toujours un peu désagréable, d'autant que les noirs espèrent pousser C5 et échanger le pion contre le pion D4 un peu plus tard. De leur côté, les blancs vont encore avoir des possibilités intéressantes. Ils peuvent jouer des coups comme B4, ou alors le coup de la partie cavalier G5 qui est très intéressant. Cavalier G5, donc ça attaque 3 fois le pion H7, et on pourrait s'attendre à ce que les noirs jouent H6, on va le regarder. Il y a également une possibilité tactique ici qui est de gagner un pion. Donc évidemment Aronian l'avait vu et joue le coup en pleine conscience de ce qu'il faisait, puisqu'ici les blancs peuvent profiter du fait que le cavalier en G5 n'est pas protégé et que la dame en D8 garde un œil dessus. On peut en fait jouer fou prend H2 échec, roi prend H2 et cavalier G4 avec une double attaque sur le roi et sur le cavalier qui récupère la pièce que nous venons de sacrifier en H2. Ce qui fait qu'au final on aura gagné simplement le pion H2. Mais ici, la position était un petit peu désagréable pour les noirs. Après roi G1, dame prend G5, car maintenant les blancs peuvent repousser les pièces noires avec F3, donc déjà chassant le cavalier. Et on ne peut capturer un deuxième pion en E3, puisqu'après cavalier prend E3, évidemment, le cavalier se retrouverait cloué par cet excellent fou de case noire. Et on peut simplement le gagner avec dame F2, une double attaque sur ce cavalier qui ne peut plus bouger, donc ça gagne une pièce pour les blancs. Donc après F3, on est obligé de reculer avec par exemple cavalier Gf6. Et maintenant, on peut visser tranquillement le pion C des noirs en B4. On remarque au passage que la disparition du fou de case noire va causer des problèmes aux noirs, puisqu'ils ont tous leurs pions sur case blanche. Leur fou de case blanche est lui-même bloqué derrière son pion. Et ils n'ont plus rien pour défendre la case C5, ils n'ont plus rien pour contre-attaquer sur le pion B4 des blancs. Ils ne peuvent plus trop pousser A5, puisque la tour a même déjà bougé de colonne, elle n'est plus là pour soutenir l'avancée en A5. Donc clairement ici, il y a une excellente composition pour les blancs, avec la paire de fous, un centre de pion mobile et très fort, et une faiblesse à attaquer chronique en C6. À la place de ce coup, il y a également donc H6, mais après H6, il y a cavalier Ge4, le cavalier revient tout simplement
en plein centre de l'échiquier et garde un œil sur la case C5, tout en gagnant un petit tempo sur le fou D6 qui n'est pas protégé. Et après fou B8, on peut se jouer simplement B4 et on voit bien que les blancs ont réussi leur plan d'installation d'un étau sur la case C5. Petite remarque au passage, quand on est dans cette position, il ne faut surtout pas échanger les cavaliers en E4, car ça libérait la puissance de la dame sur la colonne C. Et après cavalier prend E4 et cavalier prend E4, on va voir que cette fois, il n'y a vraiment plus rien à faire pour empêcher les blancs d'instaurer cet étau sur la case C5. Il n'y a vraiment plus de choix. Le fou B8, le fou B7 serait bloqué pour très très longtemps derrière ses propres pions. Dans la partie néanmoins, Anand a joué un coup très difficile à jouer. Alors, je vous fais remarquer que le pion H7 est donc en prise et que les blancs menacent des plans à base de B4 et cavalier GE4 pour visser la case C5, comme on vient de le voir. Et ici, Anand joue avec confiance un coup qui met encore des pions en prise, il joue C5. À partir de maintenant, en fait, l'attaque des noirs va être vraiment, vraiment exceptionnelle. Donc ce coup déjà libère cette fois le fou de case blanche. On va voir que la paire de fous des noirs est très très menaçante sur le petit roc des blancs. Mais ça a l'inconvénient de perdre un pion à l'aile dame. Le pion B5 qui peut être capturé de deux façons, tout comme le pion H7 qui peut être capturé par le cavalier ou le fou. Comme on va le voir, aucun de ces choix n'est vraiment satisfaisant pour les blancs. Alors dans la partie, ils ont capturé en H7 avec le cavalier. Donc on va regarder la capture du pion B5 d'abord avec le cavalier. Quand on joue cavalier prend B5, en fait, on va voir que la colonne C est en train de s'ouvrir et donc va permettre aux noirs d'utiliser leur tour qu'ils ont placé précédemment en C8. Et là maintenant, on va pouvoir capturer en H2 pour récupérer ensuite le cavalier G4. Donc il y a fou prend H2, cavalier G5, roi prend H2, cavalier G4 échec, roi G1, dame prend G5. Et les noirs ont une excellente position, puisque contrairement à tout à l'heure, les blancs ne peuvent repousser les pièces noires avec F3, ils vont avoir un problème sur la colonne C. Par exemple, si on joue F3 tout de suite, on peut laisser le cavalier en prise pour le moment, et jouer tout de suite C prend D4, avec une contre-attaque sur la dame, et donc cette fois on va pouvoir en plus, puisque maintenant le pion en D4 attaque une troisième fois le pion E3, on va pouvoir faire cavalier prend E3, installant un cavalier sur la troisième rangée, très très dangereux. Ensuite, donc dans cette position, si à la place les blancs capturent en B5 avec le fou, eh bien on va jouer simplement C prend D4, ouvrant la colonne C, E prend D4 et H6, et on va voir que les blancs sont bien embêtés avec ce cavalier en G5, puisqu'il ne peut aller en E4. Je vous rappelle que le cavalier en C3 est cloué par la tour sur la dame blanche, du coup il ne compte pas pour la défense de la case E4, du coup il n'y a que la dame pour défendre le cavalier qui arriverait en E4, c'est trop peu face au cavalier noir et au fou noir. Donc si on le remet en F3, ça va permettre à un moment ou à un autre de jouer fou prend F3, pion prend F3 et de détruire complètement la défense du roi blanc. Le bouclier sera complètement pulvérisé. Le cavalier ensuite arriverait via H5 en F4, la dame arriverait en H4, le fou de case noire est très puissant jusqu'en H2. Donc ça c'est un peu impossible. Et si on le joue en H3, le cavalier est tout simplement misérable. On peut ensuite tout simplement contre-attaquer au centre avec peut-être un coup comme cavalier E4 et mettre la pression sur le cavalier C3. Ou lancer tranquillement une attaque. On peut aussi jouer cavalier B6, cavalier D5. Voilà, il y a beaucoup de jeux, et en tout cas, il y a une très bonne compensation pour le pion de moins. Donc ça, c'est un choix qui n'a pas plu du tout à Aronian, d'autant qu'il devait sentir qu'il était dans une préparation maison. Et après C5, il a capturé en H7. Alors, dans cette position, les blancs ont un pion de plus, peuvent capturer de deux façons différentes le pion B5, et ils attaquent maintenant en plus la tour en F8. Et qu'a joué Anand ici? Eh bien, c'est un coup extraordinaire. Il a joué avec une grande confiance, puisque au lieu du coup naturel C4 qui bloque un petit peu les attaques des blancs sur la structure de pion noir à l'aile dame. Après, il y a par exemple cavalier prend F6, cavalier prend F6 et fou E2 avec une bonne position des noirs après dame B6. Puisque là, ils ont tout consolidé, ils ont les fous braqués sur le roi blanc, et donc une excellente compensation pour le pion de moins, et ils ont un excellent contrôle des cases blanches notamment. Eh bien, au lieu de jouer une variante de ce type-là, au lieu de jouer également cavalier prend H7, qui n'était pas un bon coup, puisqu'il y a maintenant fou prend H7, roi H8 et fou E4, un excellent coup qui va donc échanger un des deux fous et prive les noirs de l'avantage de la paire de fous, un avantage dont on parle régulièrement aux échecs. C'est important d'avoir les deux fous dans une position ouverte, puisque l'un contrôle complètement les cases blanches, l'autre complètement les cases noires, et ça permet de lancer des attaques sans répit sur la position adverse. Donc ici, en échangeant un des deux fous, on prive les noirs de cet avantage,
et on se retrouve dans une position assez équilibrée, sauf que les blancs ont un pion de plus. Donc ça, c'est une position un petit avantage blanc. Non, dans la partie, Anand a joué le coup le plus risqué, il laisse la tour en prise, et il bondit à l'attaque avec cavalier G4. Donc cavalier G4, ça instaure tout de suite la menace fou prend H2 échec, et ça laisse également la diagonale de la dame libre pour arriver rapidement à l'aile roi. Et donc ici, il faut faire attention pour les noirs. Aronian a dit après la partie qu'il n'a pas du tout aimé la variante où il capture la tour immédiatement, puisqu'après cavalier prend F8, on ne recapture même pas la pièce. On joue tout de suite dame H4 avec une menace de mat en H2. Et c'est assez amusant à regarder, puisqu'ici, si on joue H3, eh bien, il y a mat en 2 coups. Donc je vous propose en 3 coups, parce qu'il y a un échec, excusez-moi, en intermédiaire. Je propose de mettre pause et de chercher vous-même l'échec et mat. Et voilà, maintenant je vais donner la solution. Il s'agit d'un très joli sacrifice de dame avec dame prend H3, qui menace encore une fois dame H2 mat ou même dame prend G2 mat, protégé par l'un des deux coups. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment très très puissants. Et sur G prend H3, on arrive dans un mat classique, le mat de Blackburn, avec fou H2, échec et mat. Donc un mat qui est quand même assez rare en partie, un mat avec 3 pièces mineures, et que je trouve assez esthétique. À part ce coup, après cavalier G4, les blancs peuvent également jouer H3, mais cette variante a fait très peur à Aronian, puisqu'il y a dame H4. On peut capturer le cavalier G4 sous peine de mat en H2 avec la dame soutenue par le fou de case noire, encore une fois. Et il y a maintenant de nombreuses menaces qui vont arriver. On menace par exemple tout simplement de jouer fou H2 échec, roi H1. Le roi se retrouverait sur la même diagonale que le fou de case blanche, qui permettrait dame prend H3. Et on voit bien que l'attaque des noirs arriverait à son but. Donc après cavalier G4, Aronian a dû concéder un coup de défense et a fermé la diagonale du fou de case noire avec F4, donc espérant ainsi limiter les possibilités tactiques de son adversaire. On est simplement au 14e coup et on voit déjà que la position devient critique. Et ici, Anand continue son assaut en ouvrant la colonne de sa tour après C prend D4 et C prend D4. Et maintenant, comment continuer? Le fou des cases noires a l'air fermement bloqué. La dame en C2 n'est pas mal placée pour la défense, puisqu'on va voir qu'elle a une action latérale pour pouvoir défendre G2 ou H2. Voilà, donc la position a l'air un petit peu difficile à faire progresser. Les blancs se retrouvent toujours avec un pion de plus. Ils menacent de capturer la tour en F8, ou alors de jouer simplement cavalier G5, et ensuite d'essayer de même contre-attaquer avec un plan à base de dame H7 échec et mat un jour. Mais voilà, on est encore dans une position où Anand se sent en grande confiance et ce jour-là, tout lui a réussi. Et il joue un coup extraordinaire ici. Alors je vous propose de mettre pause pour essayer de le trouver, mais c'est vraiment surprenant. Et pour les autres, je donne tout de suite le prochain coup. Il s'agit de fou C5. Un coup de repos absolument hallucinant puisqu'il donne une pièce sans créer de menace concrète immédiatement. Et ce fou est pourtant imprenable. Donc à la place de ce coup, on peut se demander pourquoi les noirs ne jouent pas dame H4 tout de suite, mais en fait, après dame H4, en fait, on va voir que l'action de la dame en C2 est très importante, et les blancs peuvent ici jouer G3, et la dame vient protéger le pion H2. En plus, ça gagne un tempo sur la dame noire, et en fait, du coup, les blancs ont de bonnes chances de se défendre dans ce type de position. Tandis qu'après fou C5, on va voir que les noirs ne laissent aucune chance aux blancs. Fou C5. Alors la menace simple, en fait, la seule menace qu'ont les noirs dans cette position, c'est de capturer le pion D4. Et que se passe-t-il sur D prend C5? On va voir que Aronian a réfléchi, il n'a pas capturé cette pièce. Après D prend C5, en fait, il y a cavalier prend C5. Et maintenant, donc, le cavalier bondit et la dame également sur la colonne D. Et il y a une double attaque sur le fou en D3 qui ne peut quitter la diagonale H7 B1 sans abandonner le cavalier H7. C'est une première menace. Et que faire maintenant? Les noirs ont plusieurs choix. Ils peuvent par exemple décider d'abandonner le fou et de capturer d'abord en F8. Et s'ils jouent cela, s'ils jouent donc cavalier prend F8, on va pouvoir jouer dame D4 échec, roi H1 et cavalier prend D3. Donc cette fois, on laisse le cavalier en prise en F8 et on voit qu'il n'a aucune case de fuite. Et toutes les pièces noires sont en train de se jeter sur le roc blanc déjà bien affaibli. On va voir qu'un bond du cavalier en F2 est à venir, surtout donc le cavalier en D3. Et ça avec effet décisif sur la position. Par exemple, si on est obligé de jouer H3 pour essayer de se faire une case de sortie, mais ça ne suffira pas. Il y a maintenant cavalier D, F2 échec, et on est obligé de sacrifier la tour, puisqu'après roi G1, il y a un très joli thème de cavalier E4, échec à la découverte.
Et sur roi H1, une sorte de mat à l'étouffer avec cavalier G3, échec et mat. On voit que le cavalier en G4 contrôle la case H2, et puis la dame contrôle la case G1, et il ne reste plus au cavalier G3 que de mater le roi en H1. Donc après cavalier E4 échec, on est obligé en fait de donner la tour en F2, et puis c'est sans espoir, après cavalier G prend F2. Parce qu'en plus le cavalier fuite est perdu. Donc dans cette position, après cavalier prend C5, cavalier prend F8 ne marche pas vraiment, et si on joue fou E2, essayant de sauver le fou, eh bien on va encore se prendre dame D4 échec, roi H1, cavalier F2 échec, et maintenant on va être encore une fois obligé de donner la tour, mais cette fois même sans effet important sur la défense, puisque s'il y a roi G1, je vous montre quand même une fois le thème principal du mat à l'étouffer. Il s'agit de jouer cavalier G3 double échec, donc ça force roi H1, et maintenant que le cavalier est en H3, il contrôle la case G1, et il permet un très joli sacrifice, totalement classique, qui est connu d'un peu tous les joueurs de club. Il s'agit de dame G1 échec, forçant la réponse. Maintenant tour prend G1, pardon. On ne peut plus prendre du roi grâce à la présence du cavalier en H3 qui contrôle la case G1, comme je venais de vous l'expliquer. Et après tour prend G1, il y a cavalier F2 échec et mat. Un mat très esthétique dans lequel en plus on sacrifie la pièce la plus forte, la dame, pour arriver à 9-1. Et donc après cavalier F2 échec, on est obligé de faire tour prend F2, dame prend F2, et malheureusement pour les blancs, leur manque de développement va leur être fatal, puisqu'ici il y a une double menace de mat. Dame prend G2, échec et mat en un coup, donc qui arrive immédiatement, et également dame E1 échec, et après fou F1 et dame prend F1, ce sera mat en 2 coups. Voilà, donc là il n'y a plus de coups pour défendre l'échec et mat. Voilà pourquoi les blancs n'ont pas accepté ce sacrifice de fou, et à la place ils ont tout de suite reculé leur fou en E2, donc préparant peut-être la capture du fou en C5, et contre-attaquant sur ce cavalier décidément très très gênant en G4. Ici, les noirs peuvent déjà jouer fou prend D4 avec un petit avantage, puisqu'ils gagnent le pion central des blancs, sur échec. Mais Anand a joué avec une grande confiance, comme je vous l'ai dit, et il a avoué après la partie ne plus se souvenir des analyses maison qu'il avait faites sur cette position, mais le fait de savoir que cette position avait été analysée à la maison, et qu'elle avait été considérée comme bonne pour les noirs, suffit déjà à donner un avantage à Anand, ça libère son jeu, il n'a plus à se poser de questions, il sait que la position est bonne, et donc s'il trouve des idées, ça devrait marcher en fait. Et ici il trouve un deuxième sacrifice absolument hallucinant, il joue cavalier D, E5. Pour résumer cette position, les blancs ont un pion de plus, menacent la tour, le cavalier E5 est attaqué 2 fois, le fou en C5 est menacé également par un pion, et le pion B5 est attaqué 2 fois. Et malgré ça, ce sont les noirs qui sont en train de gagner la position. Je trouve ça assez extraordinaire. Alors, si on capture le cavalier en E5 déjà, et bien après F prend E5, et on est obligé de capturer avec le pion F, puisque le pion D est cloué par le fou sur le roi blanc. Et bien après F prend E5, il y a simplement dame prend D4 échec, roi H1, et maintenant c'est un mat tout à fait simple à trouver pour ceux qui ont suivi l'analyse des coups précédents. Je propose donc de mettre pause pour le trouver. Il s'agit de dame G1 échec, tour prend G1 forcé, et maintenant cavalier F2, échec et mat à l'étouffer. Si on capture le fou maintenant, après D prend C5, on va retrouver des variantes similaires à ce qu'on a déjà vu. Il y a dame D4 échec, roi H1, cavalier F2 échec. On ne peut capturer, puisqu'après tour prend F2, il y a dame prend F2, et on retrouve la position de tout à l'heure avec une menace double sur le pion G2 où on menace dame prend G2 mat, et sur la case E1 où on menace dame E1 échec, ou F1 et dame prend F1 échec et mat du couloir. Et donc dans cette position, on est obligé de jouer roi H1, cavalier H3, roi H1, dame G1 échec, tour prend G1 et cavalier F2. Le classique est maintenant vu et revu, mat à l'étouffer. Voilà pourquoi dans cette position, les blancs ont décidé de tout de suite échanger leur fou contre le cavalier en G4. Mais il y a le coup intermédiaire, fou prend D4 échec, et après roi H1, cavalier prend G4, et encore une fois, les menaces sur la case F2 pleuvent littéralement, et Aronian n'a plus trouvé de solution pour s'en sortir. Si maintenant, par exemple, il essaye de sauver son cavalier H7, qui est bien hors jeu, avec cavalier G5, eh bien, on va pouvoir jouer le même genre de coup de repos qui va arriver tout de suite dans la partie, donc je le garde secret pour le moment. Je préfère vous le faire découvrir dans la partie. Puisqu'ici, les noirs se sont laissés donc capturer la tour en F8, cavalier prend F8, et je vous demande de trouver le prochain coup des blancs. Des noirs, pardon. J'ai décidément beaucoup de problèmes aujourd'hui.
Donc il ne s'agit pas de dame H4, le coup classique qu'on pourrait attendre dans cette position, car ici les blancs ont une solution inattendue pour s'en sortir, avec dame H7 échec, qui donc rend une pièce pour échanger les dames et priver les noirs d'une attaque fatale. Et après dame prend H7, cavalier prend H7, roi prend H7, H3, cavalier F2 échec et roi H2, la position ne donne qu'un petit avantage aux noirs. Donc dans la partie, c'est le coup dont Anand a avoué après la partie être le plus fier. Il a joué un coup de repos tout simplement pour éviter cette menace de dame H7 échec qui va permettre aux blancs de se sauver. Et donc il ne capture pas le cavalier F8 non plus. Il joue simplement F5, donc bloquant la diagonale de la dame, et offrant en plus aux blancs la possibilité de prendre le pion E6 en sauvant leur cavalier et en faisant une fourchette entre la dame et le fou D4. Ce coup est extraordinaire. Sauf que maintenant, si on capture en E6, il y a simplement dame H4 et il n'y a plus de défense contre le mat en H2. Puisqu'on va voir que le pion en G2 est lui-même cloué par le fou B7. Hein, ce fou est une torture pour les blancs, notamment maintenant que le roi est en H1. Donc on ne peut jouer ni H3 puisqu'il y a dame prend H3 échec, et mat d'ailleurs, ni G3 pour que la dame vienne défendre le pion H2, puisque le pion G2 est cloué. Donc on ne peut capturer, les blancs ont trouvé le seul coup possible pour continuer la partie, c'est cavalier G6 qui à la fois sauve le cavalier et garde un œil sur la case H4, là où les noirs voudraient mettre le coup de marteau final avec la dame. Seulement maintenant on peut jouer tranquillement dame F6, menaçant le cavalier, et il n'y a plus rien à faire, la finale est désespérée. Par exemple, si les blancs jouent un coup pour entrer en finale avec dame E2, eh bien on capture simplement en G6, et après H3, on peut jouer dame H5, donc clouant le pion H3, menaçant dame prend H3, échec et mat, qui force les blancs en fait à bloquer la diagonale du fou de case blanche, pour permettre au pion G2 de défendre le pion H3, parce que là on menace dame prend H3. Hein. Et donc il n'y a que tour F3 rendant déjà du matériel. Fou prend F3, dame prend F3, cavalier F2 échec, roi H2, dame prend dame, déstructurant complètement les blancs. Et après pion prend, fou prend, pion prend, tour prend. Les noirs ont maintenant l'avantage matériel, un cavalier monstrueux qui va pouvoir attaquer tous les pions faibles des blancs, et des pièces très très actives. La tour menace le pion F3, garde un œil sur le pion A3, menace de rentrer sur la deuxième rangée. Le cavalier en F2 va trouver une excellente case en D3, et donc la finale est complètement perdue pour les blancs. Dans la partie, Aronian a testé H3, mais c'est en vain, puisqu'après dame prend G6, on ne peut recapturer le cavalier G4 sous peine de mat, hein, comme on va le voir immédiatement, c'est très simple. H prend G4, dame H7 par exemple, échec et mat, ou dame H6, échec et mat, grâce à ce fou très puissant encore une fois, en D4, qui garde la case G1. Dame prend G6, donc maintenant dame E2, et dame H5, la dame arrive enfin sur la colonne H, elle menace, dame prend H3, donc comme on l'a déjà vu, et Aronian a joué dame D3, et je vous propose de mettre pause pour la dernière fois, pour trouver le dernier coup de la position, dans lequel ensuite Aronian s'est résolu à l'abandon. Voilà, donc le dernier coup de la partie, encore un coup très esthétique, et c'est vraiment agréable de voir un joueur finir avec ce type de coup, c'est fou E3. Un sacrifice du fou qui en fait permet aux noirs d'intercepter la défense de la dame sur le pion H3 et menace donc maintenant simplement dame prend H3 avec un effet décisif, puisqu'après fou E3, par exemple s'il y a fou prend E3, on joue dame prend H3 échec, roi G1, il y a deux échecs et mat en un coup, soit dame prend G2 protégé par ce fou, soit dame H2 tout simplement, échec et mat protégé par le cavalier. Bon, j'espère que cette partie vous a plu, plus qu'une analyse faite pour vous apprendre une ouverture. C'était vraiment un spectacle que je vous ai proposé aujourd'hui. C'est un hommage à Anand que je voulais vous proposer, puisque là, il revient vraiment au plus haut niveau. Et ça promet un duel entre Anand et Carlsen, donc le prétendant principal à sa succession. Un duel en 2013 passionnant sur les prochains tournois. J'espère que cette partie vous a plu. À bientôt sur l'Astrolin.com.